C'est une approche en fait pour voir et penser différemment. La réalité, est-ce qu'il y en a ici qui connaissent, qui ont entendu parler, qui ont lu le livre? Oui, on l'a étudié en cours un petit peu. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a, du concours, qu'est-ce qui t'a... Tu te souviens de quoi? Qu'est-ce qui t'a marqué? Ou si tu te souviens pas, c'est pas, c'était juste pour... Il me semble que ça allait acquérir un nouveau marché avec des nouvelles techniques. Ça reprend un marché qui existe déjà en modifiant totalement les règles en fait. En allant presque à contre-courant et justement le marché existe, enfin, il répond à certains besoins même s'il va à contre-courant. C'est à peu près ça. Je démarre pour Ah, il y a une révision. C'est ça que moi je suis rentrée en rencontre, des bouquins il y en a plein, des méthodes il y en a plein, à un moment en rencontre avec quelque chose qui... voilà, et c'était complètement aligné avec déjà ma façon un peu de traviole de voir et de penser la réalité. J'ai eu l'occasion là j'ai été formée aux États-Unis en 2010 et en 2015, voilà, donc j'ai eu l'occasion de pas mal pratiquer avec différentes entreprises de différentes façons. Et ce que je vais vous livrer aujourd'hui, ça va au-delà du livre, parce que le livre c'est donc un livre qui a été écrit par 2 chercheurs de l'INSEAD, donc c'est vraiment une démarche de chercheurs en fait, qui ont analysé a posteriori. C'est pas une démarche de consultant de faiseur. Donc après, il raconte effectivement a posteriori ce qu'il fait, mais il manquait un peu le chemin pour y aller. Donc moi, je vais aussi vous parler un peu du chemin pour y aller, parce que chemin faisant, il y a des choses que j'ai comprises, voilà, et qui m'ont donné, c'est comme des décodeurs, des clés de lecture qui ont permis de définir un peu comme le petit poussait, c'est quoi le chemin pour y aller. Donc, ce qui était très intéressant dans leur démarche, c'est que, voilà, ils ont étudié différents cas dans différentes industries, de différentes tailles. Donc, ils cherchaient pas la congruence marché, métier. Au contraire, ils ont essayé de voir, finalement, sur des entreprises qui avaient donc créé des nouveaux marchés ou réinventé des marchés. Ils ont essayé de comprendre, finalement, qu'est-ce qui faisait, indépendamment de la taille, du métier, du secteur, que ces entreprises avaient réussi à être innovantes. Alors, déjà, c'est quoi un océan bleu? On va prendre 2 exemples. Là, c'est le libellé officiel du livre. C'est redessiner les frontières stratégiques de votre marché. Vous avez déjà tous vu ce qui est là, vous avez déjà tous compris. C'est-à-dire qu'à un moment où on imagine qu'avant, il y avait le taxi pour se déplacer, le transport collectif, le transport partagé. Et quand, effectivement, aujourd'hui, il y a du covoiturage, la voiture partagée, finalement, la forme, elle a complètement bougé. Là où avant, ils se bagarraient pour que voilà, le taxi soit moins cher, plus facile, plus accessible. Finalement, la question ne se pose plus de savoir finalement à quoi ressemble le taxi. La question, c'est une autre façon complètement différente de pouvoir tout simplement aller d'un point A à un point B. Donc tous ces acteurs-là que vous connaissez par cœur ont complètement changé la façon, le marché du transport individuel. Tu peux descendre avec la flèche du clavier si c'est pas aligné. Pardon? Avec le clavier, tu peux descendre, je pense. Deuxième exemple, qui est un exemple, alors il n'est pas dans le livre, mais il a été beaucoup commenté après, la Wii Nintendo. Alors aujourd'hui, c'est presque l'air d'être un peu un ancêtre. Mais si on se remet à l'époque, en fait, voilà, il y avait une bagarre avec les 2 acteurs qui s'adressaient tous à des gamins de 15 ans. Et en fait, la Wii Nintendo, elle a complètement changé l'expérience utilisateur dans la façon et je reparlerai derrière. Mais c'est concrètement imaginer une nouvelle façon complètement différente voilà, donc là, il y a j'ai mis ça parce qu'il y a 2 dimensions intéressantes dans cet océan bleu, et c'est là où ça change complètement. C'est qu'on peut à la fois créer de la valeur et en même temps réduire les coûts. Ce qui est complètement à l'opposé de moi, tout ce que j'avais appris à l'école il y a 20 ans, parce que vous êtes le premier du marché et vous créez des produits très haut de gamme, ou à l'inverse, vous êtes dans une logique de diminution des coûts. Mais à partir du moment où en fait on redéfinit complètement le produit, on se libère de la dimension de valeur. Alors, on va voir ce que j'ai un peu parlé du coup. Voilà. Donc, l'océan bleu, c'est une belle image marketing qui est d'aller dans un espace très vaste, très vierge, Mais avant d'y aller, il va falloir sortir de l'océan rouge. Alors l'océan rouge, là aussi, c'est une belle métaphore. C'est la guerre, c'est le bain de sang. C'est une superbe image que Cédric nous a trouvée.
C'est vraiment... Donc voilà, ils ont vraiment utilisé ça. C'est vraiment la guerre où chacun s'entretue pour être le plus fort, le plus beau, puis c'est un carnage finalement où tout le monde est perdant. Et en fait, quand on, justement, au fil des explorations, la vraie logique pour sortir de cette concurrence où tout le monde fait toujours la même chose, ça demande un chemin de déconditionnement mental et ça m'a demandé de sortir de la pensée dominante. Alors, comment on fait pour sortir de la pensée dominante? Voilà, et c'est là que l'expérience que j'ai acquise notamment au fil des marchés m'a permis de comprendre. Il y a vraiment un vrai chemin de libération des conditionnements qu'il y a sur un marché. Donc la première chose, c'est de se libérer de la surenchère. Alors, se libérer de la surenchère, c'est pas très ergonomique. Hein, J'ai pas de... alors, se libérer tu sais, je crois que se libérer de la surenchère... Tu vas m'aider? Super, merci. Donc, se libérer de la surenchère, voilà. Il y a une logique, l'océan rouge, c'est toujours plus, toujours mieux. Donc là, vous voyez l'exemple, il est parlant. Voilà, c'est des vrais produits qui existent, hein, on les a pas inventés, on les a pas trafiqués. Donc, vous voyez bien qu'il y a un moment... quoi ça sert 72 heures, 96 heures, qui se lave pas pendant 3 ou 4 jours? Donc, si vous partez faire un trek extrême dans le désert une fois par an en tant qu'avecteur d'aventure, ça se comprend. Donc là, vous voyez bien qu'il y a une logique, quelque chose qui devient complètement absurde. Parce que l'océan rouge, c'est dans une logique, il y a un concurrent qui fait ça, ah, faut tout de suite que je réagisse, ah, faut tout de suite que je réagisse. Donc, il y a cette mécanique, et c'est vraiment un mouvement. Je vais vous le faire parce que c'est vraiment un mouvement qui fait que on a peur, et on vit dans la peur d'être dépassé par le concurrent, donc tout de suite il faut qu'on réagisse. Donc c'est cette logique finalement de surenchère. Et vous voyez bien qu'il y a un moment, on perd complètement de vue les besoins et les intérêts des consommateurs, parce que personne n'a besoin d'un déodorant pendant 3-4 jours. Si, moi je veux bien. Autre exemple, les tapis de course. Vous voyez bien qu'à un moment... moi qui cours pas très souvent, 1 à 8 km/h, mes potes qui sont plutôt sportifs et tout, ils arrivent à 15, qui peut courir à 22 km/h? Son chien. À part un marathonien. C'est du vécu. Donc là c'est pareil, il y a une logique qui fait qu'à un moment, qu'est-ce qu'on fait pour innover? On est dans cette logique. Alors là j'ai pris des exemples qui sont très numéraires, mais sur tous les marchés, vous pouvez voir qu'il y a une dynamique. Voilà, il y a un acteur majeur là qui va prendre un chemin. Je vais décider d'améliorer cette fonction et tout le monde court derrière. Voilà. Et le truc qui est complètement absurde, c'est que on ne crée plus de la valeur, on crée même de la non-valeur. Parce que là, en plus, si vous voulez, donc là, il y avait les kilomètres, il y a aussi les programmes. Donc on arrive sur quelque chose qui est complètement déconnecté de la réalité. Ça, c'est un sujet que je connais bien pour avoir vraiment travaillé dessus. Ce qui est clair, c'est que ça, c'est des produits qui ont été faits à la base pour être dans les salles de fitness. Donc les fabricants en ont fait. Puis après, ils se sont dit, on l'a mis à la maison. Mais ils ont complètement été déconnectés de ce qui se passait à la maison. Et quand ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vous disais qu'on peut à la fois réduire le coût et augmenter la valeur, c'est que là, il y a l'électronique dans l'écran, et c'est à peu près 30 à 40% du coût d'un tapis comme ça. Sauf que le sujet aujourd'hui, c'est absolument plus ça. C'est comment je me connecte aux écrans de la maison, comment je me connecte aux autres écrans. Donc là où tout le monde a la tête dans le guidon ou la tête sur le tapis pour essayer d'améliorer toujours plus de fonctions, toujours plus de techno, toujours plus de programmes, en fait, il y a une façon complètement différente de voir et de penser le produit, mais il faut commencer par pouvoir se libérer de cette logique. Et c'est vraiment il y a une vraie prison. Il y a une vraie prison parce que, voilà, tu parlais de la face, qui dire je veux pas, mais là c'est pas la face, c'est la peur des managers, des chefs d'entreprise de dire oula mon Dieu, je vais me laisser dépasser. Donc il y a un manque de sérénité qui veut dire ok, là à un moment j'y vais pas et je vais voir, il y a autre chose à voir. Donc et si on pouvait aller voir autre chose. Donc la première chose, c'est comment je peux me libérer de cette dynamique. Et des exemples, je peux vous en prendre des tonnes de cette logique cette course à l'échalote où tout le monde veut faire toujours plus. La deuxième chose, c'est comment je me libère des formes préétablies. Donc là aussi, finalement, à un moment ou à un autre, un produit, une expérience utilisateur, quelque chose qui a pris forme. Et sans s'en rendre compte, en fait, finalement, on est prisonnier parce qu'on l'a toujours vu comme ça. Donc, prendre 2 exemples. Si je vous dis une table de ping-pong, vous imaginez quoi? Une table avec un filet. Une table avec un filet.
Donc quand on travaille sur les tables de ping-pong, on va faire en sorte que les tables elles soient plus carrées, plus rondes, les pieds plus facilement pliables, le truc plus ergonomique. Donc, toujours cette logique, mais je reste enfermée du fait que dans une table, c'est une table de ping-pong, c'est une table avec 4 pieds et un filet. Voilà, vous devez connaître ce produit d'Artengo de Decathlon. C'est une table de ping-pong qui n'est pas une table de ping-pong. Ils ont conçu un filet qui peut se clipser sur n'importe quelle table de la maison et transformer n'importe quelle table de la maison en table de ping-pong. Donc ceci est bien une table de ping-pong. Mais il y a un moment, il faut... Pardon ? Ça n'a pas trop la même utilité. Enfin, c'est plus pour le loisir si on joue sérieusement ou on joue pas sur la table de son salon. Alors là, non mais là où t'as... Pour Non, mais- le loisir. Ah mais là où tu as complètement raison, et tu es en plein dans l'océan bleu, c'est-à-dire qu'il y a des marchés qui existent, et ces marchés ils existent, et génial, ils ont des utilisateurs, super, ok, très bien. Mais l'océan bleu, c'est l'espace vierge inexploré, c'est tous les espaces de tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas de tête de ping-pong, n'achètent pas de table de ping-pong, parce que, et qui sont effectivement, comme tu l'as bien dit, dans un usage loisir, dans un usage occasionnel, et ces gens-là aujourd'hui, ils ne pouvaient pas, parce qu'ils n'ont pas de place, parce qu'il y a plein de choses, donc tu as exactement mis le doigt là-dessus. Et ça, c'est souvent une remarque qu'on fait. L'océan bleu, c'est pas de dire je dénigre ce qui existe. Il y a plein de marchés qui existent, mais regardez, il y en a plein d'autres que vous voyez pas. Parce que comme tout le monde s'occupe des mêmes utilisateurs, des gens qui jouent au ping-pong de façon sérieuse et tout, avec des produits plus high-tech, plus sportifs. Moi qui travaille beaucoup avec Decathlon, je connais le sujet par cœur. Regardez tous les gens, tous ceux qui pourraient. Et là, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que là où les gens qui sont des pros du ping-pong, je sais pas quel est le pourcentage de marché, mais c'est peut-être 5% des gens. Tous les gens qui jouent au ping-pong et qui adoraient de façon occasionnelle, loisir, non, et voyez la taille. Un océan bleu, c'est pas une niche. Un océan bleu, c'est un marché potentiel énorme. Et qui, justement, s'intéresse, et on va le voir derrière, à tous ceux auxquels tous les acteurs du marché s'intéressent pas. Voilà. Je vous parlais tout à l'heure des cibles invisibles. Donc là, c'est clairement des cibles invisibles. Parce qu'il y a une culture du marché qui fait que, dans le marché du sport, on s'intéresse aux sportifs. Et les gens qui font des loisirs, ils sont gentils, mais bon, petits gars, là. Voilà, donc c'est se libérer de la forme produit, mais le truc qui est vraiment plus profond pour moi et dans le chemin d'exploration, c'est de se libérer de la forme qu'a pris l'expérience utilisateur. C'est quoi, de quoi s'agit-il ? Ceci est un livre de coloriage. Ça veut dire quoi se libérer de l'expérience utilisateur ? Là, c'est très gestuel. On a parlé de gestuel, de posture. L'image que tout le monde a d'un enfant qui colorie, c'est un enfant qui est sagement assis à sa table, qui a un livre, qui est en train de colorier. Et en fait, quand vous travaillez pour imaginer un nouveau livre de coloriage, sans le savoir, vous êtes prisonnier mentalement de cette image de l'enfant qui est assis sur sa table, qui est en train... parce qu'elle fait partie de notre conditionnement de l'inconscient collectif. Et donc, tant qu'on est prisonnier de cette façon qui est le petit enfant sage, Cyrillus, de faire du coloriage, bah forcément, quelque part, on va encore une fois faire en sorte que le stylo, il y a le capuchon qui soit plus facile à mettre, à enlever. Mais si on revient finalement, là, c'est pas un gamin. Et là, bon, là, cette image, elle est sage, parce j'en ai pas trouvé d'autres, mais j'ai un gamin, la vie d'un gamin qui a envie de créer, qui est dans sa chambre d'enfance, c'est un enfant qui est libre, qui adore bouger, qui adore être dans tous les sens. Donc à un moment, et pourquoi je colorierais pas sur les murs, et pourquoi je colorierais pas au sol, et pourquoi je colorierais pas sur la table? Et il y a toute une série de produits qui sont, voilà, pour que l'enfant soit libre, et qu'il soit libre dans sa créativité, et que tout l'espace de la chambre soit un espace de jeu. Et si justement toutes les zones qui sont interdites, ah ben non, écris pas sur la table, écris pas sur les murs, écris pas sur la... Et c'est justement ça. Donc vous voyez bien, il y a une façon complètement différente, si on revient finalement à ce qu'est l'essence de l'enfant, et ce qu'est l'essence d'un enfant qui joue et d'un enfant qui colorie, qui a besoin de cette liberté, je peux imaginer autre chose. Mais ça veut dire que déjà, il faut que je me libère de l'image mentale. Et on a, je peux vous assurer que sur tous les marchés, prenez le maquillage, n'importe quel marché, il y a des gestes, il y a des postures, il y a une façon, on est enfermé dans une façon d'ouvrir le smartphone. Et en fait, ces images-là font que quand on travaille sur les expériences utilisateurs, on les remet jamais en cause. Voilà. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec Seb sur le repassage. Ce qui n'était jamais remis en cause, c'est que le repassage, je m'installe, machin, avec une table de repassage, donc je suis debout, avec une table à l'horizontale, des vêtements que je... Donc tout ça, c'est figé. Sans s'en rendre compte, mentalement, on a figé la scène. Il y a des scènes de théâtre, il y a des scènes d'action, et ces scènes, elles sont figées. Et tant qu'on est prisonnier de cette façon de faire, bah, finalement, on va améliorer le faire, mais on va pas pouvoir imaginer des nouvelles façons, complètement différentes. On va pas pouvoir imaginer d'expériences utilisateurs différentes. Donc il y a vraiment ce deuxième chose, c'est et si, juste, déjà, faut avoir conscience, parce qu'on n'a déjà même pas conscience qu'on est prisonnier de ça, que déjà ces images-là. Donc la première chose, je peux vous assurer, si déjà vous faites émerger
Et ça, voilà, c'est la première chose que je fais avec mes clients, c'est déjà de faire émerger, c'est quoi finalement ces postures, ces gestes, ces séances ethno, voilà, qui sont là et qu'on connaît par cœur. Ok, super, c'est bien. Voilà. Et à partir de là, on a un point pour commencer à déconstruire et aller voir autre chose que justement ce qui existe. Troisième point, et là on rentre au cœur du sujet, ça pour moi c'est le plus puissant, c'est d'aller se libérer des croyances et des tabous qu'on a. Chaque métier, chaque culture, chaque profession, chaque univers a sa culture et ses tabous. Le marché du sport, donc que je connais très bien. Dans le marché du sport, c'est le monde du toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus vite, toujours plus beau. Les gens qui travaillent dans le sport, c'est tous des petits gars, des petites nanas qui ont 25, qui ont 30 ans, qui font du sport 5 fois par semaine. Donc, ils sont effectivement dans ce culte du sportif, dans ce culte du beau corps. Il y a deux cibles qu'aucune entreprise du sport, aucune entreprise ne s'intéresse. C'est les gros et les vieux. C'est pas par hasard que je dis ça comme ça. Les gros, on ne veut pas les voir. On ne veut pas les voir. Les vieux, parce que tout simplement, on les aime pas. C'est toujours moins qui ont des corps minables, qui sont gros, qui sont moches, qui sont... On ne les aime pas. Donc, c'est absolument incroyable qu'ils sont dans les plans stratégiques toujours, et ensuite ils disparaissent. Mais parce que tout simplement, on ne les aime pas, ces gens-là. Donc il y a le tabou de la mort, il y a le tabou de la vieillesse. Et en fait, dès qu'on... Alors, encore une fois, hein, je pourrais vous prendre plein d'autres exemples. Chaque univers, chaque métier, il y a des gens que vous n'aimez pas. Et en général, les océans bleus sont autour des cibles utilisateurs que vous n'aimez pas, que vous dévalorisez. Deuxième exemple que j'aime bien, voilà. Crowdfunding, microcrédit, là aussi c'est des toujours moins. Bon, les pauvres, on ne prête pas aux pauvres, hein. Franchement c'est des moins que rien. Il faut juste savoir qu'aujourd'hui, le taux de remboursement des microcrédits est le taux de remboursement le plus élevé de tous les prêts. 95% de taux de remboursement. Vous imaginez, un banquier, il va pas prêter à une pauvre femme qui a pas un rond. Pareil, tous les petits gars, tous les petits jeunes entrepreneurs, voilà, donc, jamais on va leur prêter. Donc, vous avez bien évidemment des solutions alternatives. Mohamed Younous, c'était pas banquier, le crowdfunding, c'est arrivé. Donc, là aussi, je veux dire, on ne peut pas. C'est juste inimaginable parce qu'on les aime pas et qu'on les dévalorise. Et je pourrais dire que la synthèse, pour moi, de la phrase qui résume tout ce qu'on ne voit pas, et tout, c'est parce que les océans bleus, c'est des opportunités. Vous voyez qu'à chaque fois, c'est pas des petites cibles dont on parle. Si je reprends le marché du sport, tous les fabricants du sport ont exclu dans leur tête mentalement les plus de 50 ans et les gens qui font plus de 46 de taille de vêtements, je vous laisse, c'est au moins 50% des populations mondiales. Donc c'est pas des petites choses dont on est en train de parler. Et le truc qui est fondamental, sur lequel j'ai mis le doigt, c'est que on ne peut pas créer de la valeur, puisque c'est bien une démarche de création de valeur, de création de valeur, sur les gens qu'on dévalorise. La Wii, Nintendo, c'est la même chose. Les gens qui travaillent dans le jeu vidéo, c'était que des jeunes, petits gars, passionnés de high-tech, de jeux vidéo. Allez s'intéresser à la mamie qui joue aux jeux vidéo, à la gamine. Mais non, elle y connaît rien. C'est une naze. Donc personne n'a envie d'aller travailler pour une maman qui pourrait jouer aux jeux vidéo dans la maison avec ses enfants, ou pour des personnes en maison de retraite qui pourraient jouer aux jeux vidéo. Parce que nous, on est dans la culture geek des fans de jeux vidéo. Donc, dans le parfum, dans n'importe quel métier, il y a des valeurs, il y a des choses qu'on valorise, des choses qu'on aime. Et donc, on va complètement aller dans cet univers-là. Donc là, il y a une vraie clé. C'est quels sont sur vos marchés, dans vos métiers, dans vos professions, dans vos univers, c'est complètement culturel, ceux que vous n'aimez pas, ceux que vous dévalorisez. Et personne dans l'entreprise ne va s'intéresser à ces cibles, à ces acteurs, parce que tout simplement, on ne les aime pas. Donc ça c'est, voilà, je vous ai donné 3 clés, ils ne sont pas dans le bouquin, il n'y a absolument pas ça, mais là vous avez 3 décodeurs très concrets. Si vous posez ces 3 questions, finalement, c'est quoi la surenchère dans laquelle je suis prisonnière? C'est quoi la forme du produit, la forme de l'expérience utilisateur que j'ai figée inconsciemment et dont je suis prisonnier? Et c'est quoi les croyances et les tabous relatifs à mon métier, à ma catégorie? Et tous ceux que j'aime pas, tous ceux que je déteste, tous ceux qui n'ont pas de valeur à mes yeux, tous ceux que j'écoute, c'est probablement tous ceux sur lesquels il y a des vraies opportunités pour imaginer des offres de nouveaux produits. Donc se créer un océan bleu, ça va être justement, vous avez vu, là déjà on commence à changer de regard dans la façon de voir. Donc, créer son océan bleu, c'est apprendre à regarder autrement. Donc, la première chose, c'est regarder l'invisible. Dans le livre, il parle des non-utilisateurs. Moi, je les ai appelés des cibles invisibles.
Parce que souvent, quand on dit notre utilisateur, d'ailleurs, souvent au départ, mes clients me disaient, mais ah non, mais voilà, oulala, ces gens, il y a des freins, c'est des réfractaires, donc coup de conquête long et laborieux. Ok. Mais là, si je comprends, une cible invisible, c'est quoi? C'est des utilisateurs qui sont intéressés par le bénéfice de votre marché, mais qui n'achètent absolument pas l'expérience utilisateur que vous leur proposez. Donc, il y a une façon, les jeux vidéo, c'est une solution d'entertainment, de loisirs à la maison. Mais l'expérience telle qu'elle était avant sur les jeux vidéo n'intéressait pas les gamines, les mères de famille. Mais par contre, oui, il y a une vraie envie, quand il fait moche, quand on est à la maison, d'être ensemble et de pouvoir jouer ensemble. Donc il y a un besoin, il y a une envie. Voilà. Donc les cibles invisibles, c'est tous ceux qui pourraient être intéressés par ce que vous avez à leur offrir, mais qui n'achètent absolument pas voilà, la forme, la fonction, la technologie, l'interaction qu'on a avec le produit, la façon d'être en relation avec le produit. Voilà. Et là, c'est une chose importante. Donc, deuxième exemple. Donc ça, c'est pour moi, ça c'est le... Voilà, donc l'exploration des invisibles et quels sont sur vos marchés les cibles invisibles, ça c'est vraiment le critère number one, et là je peux vous assurer que ça marche, mais à tous les coups. Continuez, alors je vais... Ouais. Donc, ensuite, regardez de côté. Et ça vient toujours dans la même logique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la façon, votre produit est quelque chose qui a pris forme. Si vous voulez faire une addition, ben vous avez le choix entre prendre un crayon, vous pouvez prendre un tableur Excel, vous pouvez prendre une calculatrice, vous pouvez prendre un logiciel ciel, vous pouvez prendre un expert comptable. Vous voyez bien que tout ça, ça satisfait le même besoin, mais c'est pas du tout la même forme de produit, c'est pas du tout la même expérience utilisateur. Donc une des clés aussi pour aller sur ce chemin, c'est de se dire, mais finalement, quelles sont toutes les alternatives et les substituts? C'est-à-dire, quels sont tous les autres produits qui permettent de remplir le même bénéfice utilisateur, mais qui ont des formes, des fonctions, des technologies complètement différentes. Là, l'exemple d'Auchan Drive, il faut savoir que ça date d'il y a 10 ans, quand ils ont même plus, maintenant je crois 12 ou 13 ans, ils ont été les premiers. À l'époque, il y avait les magasins physiques, il y avait l'Internet qui était balbutiant. Ben, le fait de se dire à un moment, si je commence à regarder quelles sont les alternatives et les substituts à chacun des actes consommateurs, ben, je peux d'un seul coup imaginer une troisième voie. Et c'est comme ça qu'ils ont imaginé le Drive, qui était le meilleur des deux mondes. Et aujourd'hui, les gens qui utilisent le Drive, ils ont un panier moyen qui est bien supérieur aux autres, parce que l'achat pratique, corvée de tous les achats récurrents, hop, ça passe sur le Drive, et ils vont en magasin pour aller jeter de la cuisine, et pour aller regarder qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour que je fasse la cuisine, c'est quoi les nouveaux produits de beauté. Donc en fait, il y a deux actes d'achat, il y a deux séquences shopper complètement différentes. Regardez de côté. Je te laisse prendre la main pour la suivante, peut-être. Ouais. Regardez sans dessus-dessous. Sans dessus-dessous, c'est quels sont les différents groupes stratégiques d'un marché. Là aussi, en général, tout l'océan bleu, c'est comment je sors. À un moment, j'ai un regard qui est juste concentré sur une façon de voir. Sur un marché, vous êtes travaillé sur l'automobile. Celui qui travaille sur les 4x4, jamais il va regarder ce qui se passe sur celui qui travaille sur les mini. Tout va bien. C'est la dernière, tout va bien. Celui qui travaille dans la banque de gestion privée va pas regarder ce qui se passe sur la banque en ligne. Donc, là aussi, il y a une logique d'enfermement. Et si, déjà, je commençais à regarder, mais vraiment avec un regard ouvert, ce qui se passe sur d'autres marchés. Donc, sans dessus-dessous, c'était une parabole que Cédric et Marc ont trouvé, de dire, voilà, je vais regarder qu'est-ce qui se passe au-dessus et qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui se passe dans les autres marchés. Et le plus souvent, c'est je vais regarder ce qui se passe en dessous. Et là, ça c'est un grand chef qui a créé du sandwich gastronomique. Mais donc c'est un sandwich normal, simplement il est juste super bon. Mais là c'est pareil, tous les grands chefs, ils regardaient le fast-food en disant putain mais c'est de la merde, c'est de la malbouffe. Donc ou vous dévalorisez, ou vous regardez avec un regard dévalorisant tous ceux qui font du fast-food. Et là effectivement vous êtes enfermé dans votre territoire gastronomique, ou à un moment vous dites ah mais il y a quoi d'intéressant? Ah, les modes de vie des gens changent, donc il y a un besoin à midi de manger vite, facilement, rapidement. Et si je pouvais amener mon savoir-faire gastronomique pour faire des sandwichs qui ont plus de goût, plus de saveur, voilà. Et c'est comme ça qu'un grand chef étoilé au Michelin crée des nouvelles chaînes de sandwichs. Vous voyez, là aussi on est toujours sur et si je pouvais regarder ce que je dévalorise. Et ça marche dans cette dimension-là. Regarder à travers, c'est une autre façon de parler des cibles invisibles. C'est sur un marché, allons regarder c'est quoi tous les acteurs qui sont impliqués dans tous les séquencements de toute la chaîne.
la chaîne des utilisateurs. Et là aussi, en général, un marché, il regarde. Il a son regard concentré sur un. Là, c'est un exemple qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Historiquement, l'industrie pharmaceutique ne s'intéresse qu'aux médecins, qu'aux prescripteurs. Donc tout le monde, voilà, des millions d'études, mais finalement, peu de gens vont finalement dans cette industrie-là. Bon, ça a changé maintenant, mais vont voir les patients, vont voir ce qui se passe à la maison chez les patients. Et là, c'est une solution de stylo pour rapidement pouvoir, pour les gens qui sont diabète, qui ont besoin de se faire des piqûres plusieurs fois par jour, et ben quand ils ont été voir, et là, ils ont développé une solution qui fait que j'ai plus besoin d'aller à l'hôpital, j'ai plus besoin de trouver une infirmière, et je peux avoir un mode de vie comme tout le monde. Donc c'est qui dans la chaîne des acteurs utilisateurs, ceux que vous ne voyez pas. Donc là aussi, c'est des cibles invisibles. Je vais vous prendre un exemple. C'est Yann Arthus Bertrand, vu du ciel. Et si je commençais à regarder l'expérience utilisateur de façon très large, qu'est-ce qui se passe tout autour de ça? Voilà, et ça, l'exemple que j'aime bien, c'est l'exemple dans la réalité de l'expérience utilisateur, de qu'est-ce qui se passe sur la plage avant, pendant, après, la crème solaire. C'était le t-shirt. Voilà. Et donc après, derrière, ils ont vraiment développé un produit technique avec des vraies fonctions anti-UV pour protéger. Donc là aussi, agrandir le regard. Regarder de l'autre œil, c'est toujours la même logique de c'est quoi ce que je vois pas. Sur les marchés, il y a souvent dans les métiers, il y a deux grandes familles. Il y a ceux qui sont des marchés très émotionnels et des marchés très fonctionnels. Et là aussi, en général, on dévalorise. Quand on est sur des marchés très fonctionnels, émotionnels, c'est un truc de marketing, c'est de marque. Juste des marchés très émotionnels, le truc fonctionnel, je dévalorise. Cet exemple, et j'ai pensé à, quand tu parlais tout à l'heure de 1 heure dans la salle de bain, ben c'est exactement ça, c'est au Japon. D'habitude, le coiffeur, c'est un rituel, ça dure 1 heure avec les serviettes chaudes, avec les machins. Donc quand on va chez le coiffeur, c'est un truc. Donc, au Japon, l'océan rouge, c'est toutes ces chaînes qui font la surenchère pour que le rituel soit toujours plus extraordinaire. Et bien il y a juste quelqu'un, c'est un peu comme notre grand chef étoilé qui s'est rendu compte que ça valait le coup de faire des sandwichs pour tout le monde. Voilà, il y a quelqu'un qui a fait Just a Cut. Et donc 10 minutes au Japon, chez le coiffeur, c'est une révolution. C'est comme si on te demandait aux femmes qui passent 1 heure, si finalement on disait, ben, il y en a probablement qui ont besoin de 10 minutes, ou qui aimeraient avoir 10 minutes. Voilà, donc ça c'est intéressant, on parlait de l'industrie du parfum. Moi mon rêve en tant que consommatrice, ça serait d'avoir mon parfum accessible partout, dans mon sac à main, dans mon tiroir de voile. Mais en fait, bon, les marques font des promos spéciales Noël avec des beaux vaporisateurs de sac. Mais il n'y a personne dans le parfum, et j'ai une très bonne amie qui travaille dans le parfum. Mais juste l'idée d'imaginer, si on pouvait imaginer un truc très fonctionnel sur comment le parfum pourrait... Mais c'est juste parce que, voilà, là aussi on dévalorise ça, on n'est pas là, on est là pour rendre du jus, du rêve, machin. Alors que je pourrais multiplier mes actes d'achat par 5. Pour avoir 5 parfums différents, 5 choses différentes. Mais là aussi, je regarde pas parce que c'est juste quelque chose que je dévalorise. Voilà. Et dernière dimension, regarder à partir du futur. Là, c'est vraiment la démarche de changement de regard où je me projette vers le futur, non pas pour prédire l'avenir, non pas pour dire, mais juste pour voir qu'est-ce qui est en transformation, qu'est-ce qui est en mutation. Et ça, dans la créativité, de même qu'en créativité, on fait des détours créatifs, là, c'est un détour créatif par le futur. Et on le ramène vers le présent pour voir, tiens, il y a tout ça. Le fait de faire cet exercice, d'aller imaginer les scénarios du futur, ça permet de voir qu'est-ce qui est là, déjà en mutation, en transformation. Quel impact ça a? L'exemple là, c'était l'exemple de iTunes. À l'époque, tous les fabricants de disques, je veux pas, lobbying, machin, interdiction. Même chose avec les taxis aujourd'hui et Uber, alors qu'en fait on sait qu'aujourd'hui le sujet c'est même plus Uber, c'est pas Google Cars. Donc tant que je suis en défensive, parce que finalement je veux protéger mon marché, je veux rester sur ce qui se passe sur le présent, alors que si j'ouvre, qu'est-ce qui est en train de bouger, qu'est-ce qui est en mutation, ben là déjà je peux effectivement commencer à agrandir mon regard. Voilà toute la démarche pour imaginer et penser de travers. Et concrètement, je ne vais pas le détailler plus que ça, voilà, on a co-construit avec Marc et Cédric qui sont là, qui sont donc 2 designers de talent, une démarche, parce que tout le sujet c'est comment je déforme ce qui existe et ensuite je crée une nouvelle forme. Donc dans notre alliance à tous les 3, moi j'aide mes clients à se déconditionner et à se déformer de tout ce qui existe. Et Marc et Cédric amènent leur talent pour tout de suite imaginer des nouvelles formes. Et la démarche qui est
assez intéressante et qui franchement est hyper efficace et hyper créative, surtout parce que c'est pas une efficacité de productivité, c'est une efficacité de créativité. Donc c'est ce qu'on fait avec nos clients, c'est la première chose. Bon, cartographie d'océan rouge, vous avez bien compris toutes les filtres avec lesquels moi je les aide à voir leur enfermement et à voir là où il y a des ouvertures. Et ensuite on va faire un voyage d'exploration qualitative et créative. Donc on va aller à la rencontre de tout ce que vous venez de voir. Donc on va beaucoup faire d'ethno pour aller voir des utilisateurs, ces cibles invisibles. Sauf que ce ne sont pas, excuse-moi Annick, des qualitativistes qui le font. Moi j'ai beaucoup fait de quali et donc c'est Marc et Cédric qui le font. Alors avec des guides, c'est 4 heures, nous on fait même pas 2 heures. C'est 4 heures à la maison, c'est des guides super pro. On s'est libéré de la forme. Ouais, c'est complètement libéré de la fin. Mais donc en fait, Marc, Cédric et d'autres designers qu'on prend ad hoc par rapport à ça. Parce que moi, mes clients ne me payent pas pour faire une étude. Ils payent pour imaginer tout de suite des nouvelles idées de produits et services. Donc en fait, ils vont à la source choper des insights auprès de ces cibles qui ont des expériences utilisateurs, des façons complètement différentes de faire. Et tout de suite, ils créent des idées. Et donc en fait, c'est un processus. Donc dans le voyage d'exploration créative, ils vont à la fois voir ces utilisateurs et ils vont explorer. Voilà, on vous a vu toutes les pistes, regardez sans dessus dessous, ils vont regarder tout ce qui se passe à travers. Et le talent d'un créatif, c'est de connecter tout ça pour imaginer quelque chose de nouveau. Donc dans l'étape 2, ils vont faire le voyage. On embarque aussi chez nos clients. Chez Seb, j'ai beaucoup embarqué, ils ont des designers, des ingénieurs, donc ils font aussi aussi leur part du voyage. Et dans le dernier voyage qu'on a fait avec eux, il y avait 8 voyageurs, 4 designers extérieurs et 4 voyageurs internes à l'entreprise, sans idées, sans bébé idées, mais qui étaient déjà complètement rupturistes, qui ont été produits. Et ensuite, on va faire des ateliers pour, à partir de ces 100 bébés idées, donner forme et faire émerger des ateliers de cross-fertilisation de toutes ces idées pour donner forme à des idées sous forme de concepts, avec des illustrations, avec des produits. Et votre société s'appelle Belmine. Voilà, on est 3, il y a Belmine. Il y a Belmine, Marc Sicard et puis donc Cédric de IT Design. Voilà, c'est là. Je sais pas si vous avez des questions.